Bien, bien, si vous voulez bien, on peut commencer la session de l'après-midi. Je remercie beaucoup Vincent Elchinger d'avoir bien voulu nous parler aujourd'hui comme il l'avait fait l'année dernière sur un sujet qui importe beaucoup puisque c'est justement sur la question de personnes, mais vu du point de vue du bouddhisme, qui est précisément une pensée qui pose la question d'une façon tout à fait originale. Et ce matin, Christian Jambet nous parlait justement de ce point de vue tellement délicat qu'Henri Corbin sentait dès lors qu'on abordait l'Extrême-Orient. Donc je crois que précisément pour cette raison, l'intervention de Vincent Elchinger nous sera précieux pour avoir des éléments de comparaison. Merci beaucoup. Merci Pierre-Laury. Et merci aux amis de Stella et Henri Corbin pour cette nouvelle invitation dont je suis très très fier. C'est donc la deuxième année qu'il m'a demandé d'une certaine manière de faire le cheveu sur la soupe, parce que c'est un petit peu de ça qu'il s'agit quand même. C'est un exercice assez redoutable, en particulier après ce qui s'est dit ce matin qui a vraiment éveillé ma curiosité. Je suis moi-même un très vieux lecteur de Corbin, mais enfin c'est une lecture qui a été interrompue il y a plus de 30 ans, n'est-ce pas? Donc enfin, ce sont de vieux souvenirs, mais m'intéressant aujourd'hui institutionnellement et pas seulement au bouddhisme, évidemment. Je suis très très curieux d'en savoir davantage sur cette exclusion ou non, en fait, quels ont été au fond les ressorts de cette exclusion du bouddhisme et de l'hindouisme. On en a discuté d'ailleurs pas plus tard qu'à midi, dans un petit cénacle, que toutes ces questions ont effectivement interloqué. Donc voilà, si on essaiera d'en savoir plus, pourquoi pas dans les semaines et les mois qui viennent, avec un certain nombre de sources qui paraissent assez intéressantes et prometteuses. Donc mon idée ici n'est pas du tout de faire entrer la philosophie comparée ou même le bouddhisme et l'hindouisme par la petite porte, par la porte dérobée en fait. Prenez ma communication plutôt comme une sorte, comme ce qu'elle a été l'an dernier, au fond comme une sorte de divertissement, une sorte de récréation après le repas. Parce qu'en fait, il sera très très peu question de philosophie, plutôt de doctrine, plutôt de dogmatique assez régulièrement. Je laisse les débats philosophiques, lorsqu'ils existent, un petit peu de côté. Évidemment, c'est des choses qu'on peut toujours reprendre. Le problème, c'est que les bases sont souvent peu connues, donc les discours deviennent parfaitement inintelligibles. Donc je préfère entrer un petit peu par les fondamentaux, si je puis dire. Et j'avais prévu, peut-être que ça n'aurait pas échappé à l'un ou l'autre d'entre vous, un titre tout à fait différent au départ. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le titre m'a été demandé à un moment où je n'avais pas réfléchi du tout à ce que j'allais dire. Et la deuxième, c'est évidemment qu'entre deux, j'ai relu 35 ans plus tard ce merveilleux texte, ce texte inépuisable, effectivement. Et il me paraissait déjà inépuisable avant que j'écoute l'intervention et l'exégèse qu'en a faite Christian Jambet, qui était éminemment brillante. Et j'ai appris vraiment d'innombrables choses à ce sujet-là. Donc j'ai relu ça, et il m'a semblé que j'avais plutôt intérêt à recentrer ma problématique sur celle de ce texte-ci. Raison pour laquelle j'ai modifié un petit peu mon titre, donc nihilisme et impersonnalisme, ou personnalisme en Inde ancienne. Je développerai un petit peu ce qu'est ma compréhension ici, essentiellement historique, de ce que j'entends par nihilisme. Pour ce qui est du personnalisme ou de l'impersonnalisme, en fait, je n'irai pas beaucoup plus loin que ce qu'en dit Corbin lui-même dans le texte, dans les parties liminaires du texte, disons. Alors voilà, donc je prends effectivement ce texte comme point de départ. Comme la chose a été précisée alors longuement ce matin et d'une façon infiniment plus complète et brillante que je ne pourrais le faire, je me contente ici de citer, simplement pour situer un certain nombre de textes de passages comme ça que j'ai pu tirer du texte, plutôt des deux premières parties du texte qui concernent plus directement d'un côté au fond la mise en œuvre de la réflexion de Corbin et d'un autre sa critique plus ou moins systématique, en tout cas sa présentation et les prémices de sa critique de Roger Valin, j'ai un doute sur son... Georges Valin, pardon. Voilà. Nous lisons donc la chose suivante, qui est une excellente façon, à mon sens, de fixer le débat, en fait. Le paradoxe est le suivant, écrit Corbin, tandis que pour nous autres Henri Corbin, le nihilisme métaphysique et moral est concomitant de la dissolution de la personne. Voici que pour notre collègue, la source du nihilisme serait tout au contraire la notion même de personne, essentiellement donc celle de l'individualité spirituelle.
Et bien sur la base du constat donc, de cette divergence fondamentale entre Corbin et Vallin, Henri Corbin se propose de confronter les notions de personnalisme et de nihilisme. Alors pour situer très très brièvement en fait les deux positions, celle de Georges Vallin tient en un certain nombre de propositions. Donc, le nihilisme semble remonter à l'intronisation du principe d'individuation ou à la sanctification métaphysique de l'ego. Autre citation, « Ce qui nous paraît constituer l'idéologie permanente de l'homme d'Occident, c'est la croyance à la réalité de l'individuel ou l'identification entre réalité et individualité.